La dernière émission de Grand Angle nous a permis de lancer un appel à l'unité, au rassemblement de l'opposition. Mais quand je dis rassemblement de l'opposition, nous voulons parler de la vraie opposition. Ce n'est pas à moi de déterminer qui est vrai, qui est faux, mais j'ai un principe. Il n'y a pas d'opposants, il n'y a que des preuves d'opposants. Et à travers votre langage, à travers les positions que vous preniez, etc. S'il y a par exemple le problème des terres, vous vous taisez. Il y a des vols dans le pays, vous vous taisez. Est-ce que vous pouvez considérer que vous êtes opposant? Non. Vous n'aidez pas à ce qu'on vous connaisse, vous n'aidez pas à la résolution du problème. Donc, Christian, nous avons comme bâti une stratégie pour dire qu'il y avait une phase où on devait aller à la sensibilisation. Nous pensons que cette phase est très avancée et nous pensons que nous devons travailler pour que nous allions à l'unité et au rassemblement de l'opposition. Mais nous disons la vraie opposition, parce qu'il faut que les gens répondent à la question, voulons-nous vraiment faire la vraie opposition? Je le dis pourquoi. Parce que on a découvert sur les réseaux sociaux une communication faite par le secrétaire général adjoint du Conseil national des Républicains, qui a eu une discussion avec le conseil politique du président de la République, mais qui lui a fait comprendre que beaucoup de partis de l'opposition bénéficiaient d'un traitement du pouvoir et que ces partis avaient l'obligation et la responsabilité de soutenir le pouvoir et que s'ils ne le faisaient pas, ben, écoutez, ils seront dénoncés. Bon, vous voyez bien, ça veut dire qu'aujourd'hui, ben, c'est le pouvoir qui connaît la véritable opposition et l'opposition qu'il manipule. Parce qu'il y a bien la preuve qu'il y a la corruption, qu'il y a l'achat des consciences. Et c'est pour ça, Christian, que c'est fait pour qu'après, quand il y a la commission électorale indépendante, on dit tel poste est donné à l'opposition, mais évidemment, le pouvoir fera tout que ça soit donné à l'opposition qui leur est favorable. Comme ça, quand on fait les votes, écoutez, en fait, il n'y a pas de vote. C'est des nominations et c'est ce que nous avons toujours et toujours. Donc, je dis, Christian, le PCT a commencé la campagne, c'est vrai. Mais c'est un scandale, Christian. Vous avez vu ces images sur la télévision à Kindamba? Et je le dis parce qu'il s'agit du président de l'Assemblée qui a déjà déclaré à l'ouverture de la session administrative de l'Assemblée que Denis Sassou Nguesso est le candidat naturel et que tout le monde devrait se ranger. Pourquoi je dis que c'est scandaleux? Isidore Mbouba a fait partie des 2588 congressistes du PCT qui ont décidé unanimement de reconduire Denis Sassou Nguesso comme président du comité central du Parti congolais du travail, c'est-à-dire donc le président de l'Assemblée a violé la Constitution, a violé une loi qu'il a votée. Alors, Clément Mirassa, quand la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Vous êtes des démocrates et vous acceptez qu'on viole la Constitution de manière permanente au Congo-Brazzaville. Le président, entre guillemets, de fait, viole la Constitution. Le président de l'Assemblée viole la Constitution. Celui du Sénat viole la Constitution. Le gouvernement viole la Constitution. Le PCT viole la Constitution. Tout à l'heure, je vous posais la question de savoir pour qui est faite la Constitution. Quand le gouvernement ou les gouvernants ne respectent plus la loi, le peuple est en droit de se soulever. Ça, tout le monde le sait. Et si ce n'est pas le peuple qui doit se soulever, vous les opposants, vous êtes en droit de les arrêter. Mais c'est la raison de notre combat. J'accepte et je prends acte de ta critique, mais je me tourne vers les autres partis de l'opposition pour dire, écoutez la critique qu'on nous fait. Je vous ai lancé un appel. Retrouvons-nous, rassemblons-nous. Et notre responsabilité dans ce qui se passe est grande. Le tout, c'est pas de prendre le micro. Nous avons une responsabilité parce qu'en étant silencieux, nous sommes complices de ce qui se fait vis-à-vis du peuple congolais. Est-ce que le médiateur international de cette trempe peut se retrouver dans son pays dans une situation où il viole les constitutions, où il n'est pas en conformité avec la loi, où il ne déclare pas son patrimoine et il va faire la déclaration publique pour dire qu'il est candidat à l'élection présidentielle? Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Là aussi, nous prenons
l'opinion internationale à témoin. C'est les Congolais qui doivent juger. Nous, moi compris. Moi compris. Maintenant, pour ceux qui posent la question d'élection, etc., c'est une échéance. C'est aux Congolais de déterminer qu'est-ce qui va se passer pour l'élection de 2026. S'ils veulent se mettre debout pour que les conditions soient remplies, pour qu'on aille vers une élection libre, démocratique et transparente, oui, mettons-nous debout, obtenons ces conditions et faisons que dans ce pays, nous allions vers une vision de changement et de rupture. Après avoir constaté que le PCT et le président Denis Sassou Nguesso ont lamentablement échoué. Ce gouvernement, s'ils ne sont pas capables, et il faut que le président Sassou le sache, ils n'ont qu'à démissionner. Les Congolais commencent à être fatigués. Et le président Sassou, ils nous ont plongés dans la misère. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur R7. Commencez par cliquer sur le petit pouce levé juste en bas de la vidéo pour augmenter l'algorithme de cette émission. Partagez-la et vous nous direz à la fin ce que vous pensez de cette interview avec Clément Mirassa, économiste, statisticien, ancien ministre congolais du Commerce, ancien ministre du Développement industriel, président du Parti social-démocrate congolais, le PSDC. Bonjour Clément Mirassa. Bonjour Christian, c'est toujours un plaisir de me retrouver avec toi, surtout en cette journée du 18 mars, qui est une journée historique, non seulement pour notre pays, mais avec laquelle on découvre encore une autre actualité, puisque les négociations vont démarrer entre la RDC et, je suppose, le Rwanda, sinon le M23, pour qu'on puisse régler définitivement le problème qui se pose dans cette partie. Et ça veut dire que la main tendue de Denis Sassou Nguesso n'a pas été fructueuse. Nous avons tous suivi cette interview au cours de laquelle nous avions compris, mais moi j'étais très sceptique parce qu'après qu'on ait signé les accords qu'on a signés avec le Rwanda, pour nous qui sommes pays frontaliers avec la RDC, après qu'on ait constaté qu'il y avait un accord de coopération militaire et technique, après qu'on ait découvert qu'il y avait soi-disant des militaires qui se seraient installés à Maluku, et les autres informations, je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de chance que le président Denis Sassou Nguesso soit maintenu comme médiateur. Au contraire, les Congolais souhaitent et souhaitaient vivement que le Congo ne soit pas co-belligérant dans ce conflit que nous déplorons et qui plonge les habitants de l'Est de la République démocratique du Congo dans le désarroi, dans l'angoisse, dans la situation que ces populations sont en train de vivre maintenant. Voilà, vous l'aviez déjà amorcé. Nous sommes samedi 18 mars 2025. C'est la commémoration du 48e anniversaire de l'assassinat du président Marian Ngouabi égorgé en plein jour à 14 heures. S'en était suivi une série d'assassinats politiques. Le Congo plongé dans un cycle de violence politique caractérisé par les crimes contre l'humanité, des assassinats politiques. Des cadres administratifs, religieux, militaires furent exécutés froidement sous la direction de Denis Sassou Nguesso, alors ministre de la Défense. La conférence nationale de 1991 avait répertorié, vous le savez, plus de 3000 crimes, 3000 assassinats politiques à l'actif de Denis Sassou Nguesso qui, curieusement, n'a jamais répondu devant le tribunal de tous ces crimes. Avec un recul, Clément Mirassa, quelle lecture vous inspire ces nombreux assassinats crapuleux? Mais je suis très triste parce que j'ai vécu ces événements. J'étais à Brazzaville quand ça s'est passé et nous avions déjà une préoccupation, c'était comment ça s'est fait que le président Ngouabi puisse être assassiné aux environs de 14h30 en plein jour, selon la version officielle dans sa résidence officielle
qui était au sein de l'état-major des forces des armées congolaises. Et à mon avis, et les Congolais ne le disent pas souvent, le même jour, c'est-à-dire le 18 mars 1977, nous avons perdu un grand officier, Kimwala Kaya, etc. Et il y en a eu bien d'autres. Donc nous sommes très tristes. Le Congo a connu des journées tristes, une histoire véritablement difficile à supporter. Mais aujourd'hui, il faut que nous méditons. Il faut qu'on essaie de tirer les leçons de ce que l'on a connu. Mais, Christian, tu parles du bilan de 3000 morts, mais tu sais bien qu'en 97, et selon certains analystes, il y a eu 400 000 morts, alors que au sortir de la conférence nationale, tout le monde avait crié plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça. Mais je dis, Christian, moi j'ai pris part à la conférence nationale souveraine. Je pense y avoir apporté ma contribution. Et Mais d'ailleurs, j'avoue vous que avez même été arrêté avant la conférence nationale. j'ai été arrêté peu avant la Pourquoi? En fait, conférence est-ce nationale. qu'on peut revenir sur cet épisode? Pourquoi est-ce que vous aviez été arrêté? Ben, on nous avait arrêtés parce qu'à l'époque, nous nous battions justement pour qu'on passe au multipartisme, qu'on rentre dans la démocratie. Parce qu'il faut que les jeunes, les Congolais le sachent. Le PCT n'était pas pour que nous allions à la démocratie, au multipartisme. Ils avaient plutôt organisé avec les commissaires politiques des meetings à l'intérieur du pays pour aller, comme ils aiment le faire tout le temps. C'était selon leur rythme et leur cadence. Mais les Congolais en ont pensé autrement et nous y sommes arrivés avec beaucoup de difficultés, mais avec une détermination des Congolais. Malheureusement, il faut qu'on tire les leçons de tout ça. Mais Christian, je dirais tout simplement sur ça. Je vois et je me revois dans cette salle du Palais des Congrès en train de suivre Jean-Pierre Tister Chikaya qui avait fait un discours formidable, qui avait épinglé ces problèmes des assassinats, tout ça, et qui a terminé en répétant trois fois, plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça. Mais Christian, on peut tirer les leçons aujourd'hui. La guerre dite du 5 juin 97, nous sommes arrivés non pas à 3000 assassinats ou 3000 morts, nous sommes arrivés, selon certains analystes, à 400 000 morts. Il y a un autre point que je voudrais évoquer, c'est que nous avons eu dans les années 90, dans une ancienne colonie française, le Congo, une guerre civile qui a fait 400 000 morts sur 4 millions d'habitants, c'est-à-dire 10% de la population. On n'en parle pas non plus. Donc aujourd'hui... Donc vous voyez bien... Oui, mais là encore, ça nécessite une précision parce que généralement, les gens présentent ça comme une guerre, je ne sais pas, civile. Il n'y a jamais eu guerre civile au Congo-Brazzaville. C'était un coup d'État militaire organisé, orchestré, et d'ailleurs, celui qui a ramené Denis Sassou Nguesso au pouvoir, c'était un coup d'État militaire avec évidemment le bilan que vous rappelez de plus de 400 000 morts. Plus de 10% de la population congolaise avait péri au cours de ce coup d'État. Alors, ce que je retiens encore de fort, Christian, pour nous qui avons vécu ce mois du 18 mars 1977, c'est un peu ce que le président Gwabi lui-même avait annoncé de façon prémonitoire, parce qu'il avait fait un discours avec les femmes de l'URFC pour dire clairement, je ne sais pas si je vais entretenir l'esprit, pour dire que lorsque le pays est sale, il faut le sang pour qu'il Il faut soit le laver lavé. avec son propre sang, oui. Et Mariam Gwabi a versé son sang, et jusqu'à présent, j'ai le sentiment que nous n'en sommes pas sortis. Et pourtant, il faut que nous réfléchissons, que nous méditons et que nous pensons non seulement au passé, mais surtout à la situation actuelle et à l'avenir de notre pays. Voilà un peu. Mais Et les tout à leçons l'heure, doivent être vous tirées. disiez que avant la conférence nationale, le PCT s'était lancé, donc, comme d'habitude, dans ses campagnes, organisation de meetings pour tenter de contrer à ce vent qui est arrivé. Je crois que c'est ce qu'ils sont en train de réitérer maintenant. Là, c'est la même méthode, le même modus operandi. Ils sont déjà en pleine campagne alors que l'élection présidentielle, c'est en 2026. Et tout à l'heure, on va y revenir parce qu'on va parler de l'opposition qui est silencieuse face à tout ce que le PCT est en train de faire. Restons sur la commémoration, bien sûr, du 48e anniversaire de l'assassinat du président Mariam Gwabi. Est-ce que vous êtes d'avis de ceux qui pensent qu'il faut reprendre le procès Mariam Gwabi? Parce que jusque-là, on a
Jamais condamner les vrais Euh, coupables. Christian, moi, je donne mon avis parce que j'ai vécu les faits. D'abord, lorsque le président Marien Ngouabi est mort, il y a eu beaucoup de versions. Après, ça en est suivi la mort le petit matin. Après, ça en est suivi la mort du président Alphonse Massamba Deba. Après, il y a eu l'épisode de la mort du cardinal Émile Dialinda. C'est véritablement une période très sombre et très triste de notre histoire. Maintenant, quand tu parles de reprise, moi, je vais sur les faits. Et je crois qu'en matière de droit, c'est extrêmement important. Et quand on a été à la conférence nationale souveraine chrétienne, il y a eu beaucoup de témoignages émouvants, poignants sur cette affaire de la mort du président Marien Ngouabi. Et moi, j'ai mon attention a été retenue sur un témoignage. C'est le témoignage qui a été fait par le docteur Kouka Bemba, qui était du reste, c'est le dernier, qui était ministre de la Santé avec le président Marien Ngouabi. Donc, c'est après. Parce que le témoignage qu'il a fait, Christian, si je peux me le rappeler, il dit que lorsqu'il est parti à la mort et qu'il a demandé à voir le corps du président Marien Ngouabi, le président Marien Ngouabi était habillé par un abakos très beau, beige, qui n'avait aucune goutte de sang. Mais lorsqu'on a retourné son corps et qu'on a regardé le dos, c'était plein de trous. Et il dit qu'il la tenue n'avait aucun impact de balle. La tenue n'avait aucun impact. Et il a rappelé, c'était un médecin qui parlait, que en fait, le président Ngouabi avait eu la carotide coupée. Vous vous rendez compte de la méchanceté de l'acte, etc. Et quand j'ai vu ça, mais il y a d'autres témoignages sur ça, mais celui que j'ai retenu, qui a retenu mon attention, c'est celui-là, celui du docteur. Comme quoi il avait été égorgé, comme on l'a dit. Les faits sont là. Le docteur Kouka Bemba a révélé à la conférence nationale qu'on avait coupé la carotide du président Marien Ngouabi et que lorsqu'on coupe la carotide, bien évidemment, tout le sang. Tout le sang, oui, pour vider tout le sang. Curieusement, le sang ne s'est pas retrouvé sur la tenue qu'il portait. C'est pour ça que je dis que, et quand j'en parle, je dis, on parle du procès du président Marien Ngouabi. Est-ce que c'est vraiment la vraie, excusez-moi la répétition, est-ce que c'est la vraie vérité? Est-ce qu'on connaît la vraie vérité? Et moi, à partir de ce témoignage à la conférence nationale, je me suis dit qu'il y avait beaucoup de zones d'ombre dans ce que on nous avait toujours raconté. N'oublie pas, Christian, que la chanson à l'époque était connue. Le président Marien Ngouabi a été victime des manœuvres de l'impérialisme international et tout ça, etc. Mais il faut que les Congolais réfléchissent parce que qu'on ait tué notre président à 14 heures, aux environs de 14h30, en plein jour, ça interroge. Et ça pose non seulement qu'il a été tué en plein jour, à 14 heures, vous l'avez rappelé, selon la version officielle, mais il y avait un ministre de la Défense. On ne peut pas comprendre que ce ministre n'ait jamais répondu devant le tribunal. Toutes ces questions ont été abordées à la conférence nationale. J'ai pris part à la conférence nationale. De bout en bout, toutes ces questions ont été abordées. Des actes ont été pris, mais il semble que dans l'application réelle des actes, on n'a jamais pu les appliquer. Non, mais moi je rappelais ce fait simplement parce que Denis Sassou Nguesso, qui fut donc ministre de la Défense à l'époque, se plaît plutôt à organiser ou à faire réaliser des documentaires pour tenter de se justifier, de se disculper, et tout ça c'est pas bon. Enfin, c'est moi qui le dis, hein, c'est pas sérieux. Autrement, s'il veut, il faut qu'il réponde devant les tribunaux où il y aura évidemment des juges, des avocats qui vont poser les vraies questions au lieu d'aller toujours se réfugier derrière les documentaires à sa guise et à sa demande. Alors, Clément Birassa, le 14 non, mais à l'attention des Congolais, l'attention des Congolais, Christian. Parce que l'histoire, il faut, comme quelqu'un a dit, qu'il faut que les jeunes soient informés de beaucoup de choses. Immédiatement après l'assassinat du président Marien Ngouabi, une commission a été mise en place, une commission d'enquête, etc. Mais nous avons eu le témoignage de ce président,
du président de cette commission d'enquête qui s'était inquiété et qui s'était interrogé. Pourquoi en même temps qu'on l'avait qu'on l'avait responsabilisé pour la commission d'enquête, ben, il y avait également des petits matins où chaque Congolais, effrayé chaque matin, suivait des communiqués. Et à travers ces communiqués, on annonçait la mort, par exemple, du président Alphonse Massamba Deba. Et lui, il s'était plaint en se disant, je suis président d'une commission, je n'ai pas encore fait mon travail, et on est en train d'éliminer, comme de faire disparaître certaines En preuves. C'est fait, pour ça les que traces, pour faire disparaître les traces, parce que dans la même d'ailleurs, période, on va si mes souvenirs exécuter sont aussi exacts, je crois que c'est Eyabo qui devait être président de cette commission et il s'en était plaint. Et au niveau de la conférence nationale, on a eu tous ces témoignages, en fait, qui, bon, mais il ne faut pas remuer le En fait, couteau dans c'était le pour plaid. oui, mais évidemment, c'était pour empêcher la manifestation de la vérité, effacer les preuves, parce que c'est dans la même période qu'on va aussi exécuter le cardinal Émile Biaïnda. C'est une, j'allais dire, c'est une période tragique. C'était tellement difficile, j'allais dire, pour les Congolais. Mais bon, comme on l'a dit, si jamais il peut avoir encore, si on peut relancer le procès, pourquoi pas, c'est tout normal, parce qu'il y a eu, des crimes contre l'humanité, comme on est en train de le dire, et les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Il faut bien qu'il y ait ce procès, qu'on reprenne ce procès pour vraiment savoir et condamner les vrais coupables, on dit bien les vrais coupables. Vous avez dit tout à l'heure, on n'a jamais su la vraie vérité, mais bon, elle viendra un jour, qu'à cela ne tienne. Clément Mirassa, le Non, mais 14 mars. Oui, sur oui. la question, Christian, je souhaite que pour cette période extrêmement triste et sombre, que vraiment que les Congolais entrent en méditation, que l'on ne fasse pas de cette période une période taboue. Il faut qu'on en tire les leçons pour l'avenir. Et il est bon que ça ne se reproduise plus. Pour nous autres, je dis nous autres, je me considère comme chrétien. En tout cas, j'invite les chrétiens à la prière, à la méditation, pour que le Congo puisse retrouver la voie de la véritable paix et que nous prions pour que Oui, mais l'âme du évidemment, Clément président. Mirassa, personne, sinon aucun Congolais n'a intérêt que ces événements se reproduisent. Ils sont tellement tragiques. Les Congolais ont vécu une période là, mais vraiment tragique, difficile. Mais cependant, si les vrais coupables ne sont pas sanctionnés, ça ne finira pas. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, Jean-Pierre Tister-Tukaya, qui a dit plus jamais ça. Nous étions encore en 1991, lors de la conférence nationale souveraine. Mais après, on a encore vécu pire que ça. En 1997, on l'a rappelé ici, 400 000 morts. Ça ne s'est pas arrêté là. On a connu encore des expéditions militaires dans le Pool, où on est allé, raser des villages entiers, des centaines de villages, des milliers de morts. Là où d'ailleurs le conseiller, s'il faut l'appeler comme ça, de Sassou Nguesso, le secrétaire du Conseil de sécurité, Jean-Dominique Okemba, va s'en vanter pour dire « Nous avons tué dans le Pool, le ciel n'est pas tombé ». Nous sommes ici pour protéger notre pouvoir. Nous, lorsque nous avons brûlé le département du Poul, on ne nous a rien fait. Ils n'ont rien fait, le ciel n'est pas tombé. Nous n'avons pas droit à l'erreur, nous devons protéger notre pouvoir. Ça aussi, les Congolais le savent. Après, il y a eu l'affaire du Beach, 352 ou 53 jeunes exécutés comme ça. À la faveur du retour de la paix à Brazzaville, les autorités compétentes des deux Congos et le Haut Commissariat aux réfugiés s'accordèrent pour favoriser le retour volontaire à Brazzaville de ceux des réfugiés qui le désiraient.
au cours des opérations de rapatriement, certaines personnes ne retrouvaient pas les membres de leur famille, qu'elles disaient cependant avoir rempli les manifestes dressés à cet effet par le HCR pour effectuer la traversée au départ du port de Kinshasa à destination de Brazzaville. Ainsi naissait l'affaire dite des disparus du Beach. Une enquête ayant été diligentée dès que les faits déplorés fussent connus, notamment à la suite des plaintes déposées le 3 et 8 septembre 1990 par M. Marcel Twanga, le procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Brazzaville, immédiatement après la réception des procès-verbaux dressés pour faire foi des investigations et des constatations de la police, ouvrait une information judiciaire contre personnes non dénommées des chefs de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. L'affaire des disparus du Beach. 1999. 353 jeunes réfugiés congolais partent en bateau de la République démocratique du Congo direction le Congo-Brazza. Un retour dans leur pays après avoir fui la guerre civile. Une fois accostés au Beach, le principal port de Brazzaville, on ne les retrouvera jamais. Selon des ONG, des policiers les auraient arrêtés pour les interroger avant de disparaître. D'autres sources parlent d'un massacre commis par les hommes du pouvoir. 3 ans plus tard, une enquête est ouverte en France au nom du principe de compétence universelle. Principale personne visée, 15 hauts gradés de l'armée de la police congolaise, dont Norbert Dabira, mais aussi le chef d'État Denis Sassou Nguesso. Nous avons connu aussi 2015, ainsi de suite. Donc que les vrais criminels ne seront pas arrêtés, eh ben les Congolais continueront à revivre les mêmes situations de crime. Oui, je dirais tout simplement. Il faut ce procès, il faut qu'il ait lieu, qu'on sache c'est qui le vrai commanditaire de ces assassinats, de ces crimes. Et il faut qu'il soit condamné. Oui, Christian, je dirais tout simplement, et ça nous interpelle, nous tous, quand je dis nous tous, c'est les gouvernants, c'est les acteurs politiques, c'est les Congolais, c'est les citoyens. Parce que quand j'entends les Congolais de temps en temps parler du vivre ensemble, avec autant de contentieux, avec autant de frustration, avec autant d'humiliation, et je t'assure, Christian, c'est parce que pour moi, Marien Ngouabi est un exemple de simplicité, un exemple d'humilité, un homme qui avait un cœur d'amour, qui aimait les Congolais, qui a aimé le Congo. Et qui est en contact, comme je dirais, au contact avec les Congolais. Ah, il était au contact avec les Congolais. Et moi, je t'apprends, Christian, quand ça s'est produit, j'étais jeune professeur dans un certain nombre de structures de l'université Marien Ngouabi. Et quelques jours avant que ça n'arrive, le président Marien Ngouabi avait fait une descente à l'université où il avait échangé avec les professeurs, les étudiants, etc. Et il y a un étudiant qui lui a posé une question extrêmement pertinente parce que j'étais dans la salle. Alors, l'étudiant a posé la question au président Ngouabi en disant, mais monsieur le président, nous ne vous comprenons pas. Vous êtes en train de préparer ce que vous appelez le congrès de la radicalisation. Parce que le PCT, après que la déclaration très forte, et il faut que les jeunes la recherchent, ce que l'on appelle la déclaration du 12 décembre 1975, où un bilan avait été fait pour dire que rien ne marche dans le pays. Le Parti congolais du travail avait été remanié, on avait mis un état-major spécial révolutionnaire, et l'étudiant lui posait la question, vous allez à un congrès de la radicalisation. En fait, c'était un congrès, en d'autres termes, de changement et de rupture. Mais comment vous envisagez de faire ça avec les gens que les Congolais estiment ne pas devoir être à vos côtés dans les nouvelles structures qui seront mises en place? Et le président Ngouabi a dit, bon, ben, écoutez, le congrès s'efforcera. Mais c'est que ce congrès n'a pas eu lieu. Il n'a pas pu le tenir, il n'a pas pu l'organiser.
Voilà. Malheureusement. Alors, venons-en donc à un autre événement. C'est le 14 mars dernier. Le gouvernement congolais a commémoré le 15e anniversaire de la mort d'Edith Lucie Bongo Ondimba. Qu'est-ce qui peut expliquer finalement la priorité accordée par ce gouvernement, j'allais dire ce pouvoir de Denis Sassou Nguesso, à célébrer chaque année, avec les moyens de l'État bien sûr, la mort d'Edith Lucie Bongo, paix à son âme, rien contre elle, mais dans le même temps, on constate que finalement, les autres, j'allais dire, les pères de l'indépendance, je pense ici au président Alphonse Massamba Deba, cardinal Émile Biaenda, Jacques Opango, Robert Stéphane Titiélé et Fulbert Youlou, j'en passe. À ceux-là, l'État congolais n'accorde aucune importance. On n'a jamais célébré ces personnalités qui pourtant ont été, j'allais dire, ont contribué pour que le Congo soit. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Et même la journée du 18 mars, je ne sais pas si vous l'avez constaté, est désormais célébrée avec froideur. Christian, c'est ça la tristesse. Parce que quand on parle du 18 mars maintenant, qu'est-ce que vous voyez quand vous suivez la télévision congolaise? Vous suivez le secrétaire général du PCT qui va, etc. Mais c'est très grave. Mais avant d'arriver à donner la réponse sur ce que tu dis, tu sais bien que j'ai toujours condamné la vision d'extraversion des gouvernants actuels. Et la grande critique, je la porte sur la construction du mausolée Pierre Savorgnan de Brazza. Mais Christian, figure-toi qu'on a fait un mausolée pour Pierre Savorgnan de Brazza et dans le même temps, Alphonse Massamba Deba n'a pas de sépulture. Dans le même temps, les pères de l'indépendance, les grands hommes politiques qui ont mené le véritable combat pour qu'on arrive à l'indépendance. Fulbert Youlou, Jacques Opango, Stéphane Tchichele, Kikungangot, Apollinaire Bazinga. Et tout ce monde est dans l'oubli. Et de temps en temps, je vois, lorsqu'il y a l'anniversaire du président, l'abbé Fulbert Youlou, on va déposer une petite gerbe, des gerbes de fleurs à Madibou. Est-ce qu'il mérite ce sort? Est-ce qu'il mérite ce sort? Mais aujourd'hui, Christian, le président Yombi a été enterré où? Il est mort en France, on a amené sa dépouille, on est parti la laisser à Rwanda. Est-ce que c'est le président Yombi qui a été président de la République, est-ce que c'est à Rwanda que sa dépouille devrait être? Le président Lissouba, il est où? Il est enterré en France. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que les gouvernants, quand ils vivent ça, ils trouvent que c'est sérieux? Et je suis surpris. Quand on arrive au 28 novembre, on fait des louanges au père de l'indépendance, on dit un certain nombre de choses. Et c'est même frappant et choquant que le président Alphonse Massamba Deba n'ait pas une sépulture digne de ce nom. Quand vous voyez ce que ce monsieur a pu réaliser en 5 ans au plan du lancement de l'industrialisation de ce pays, quand vous voyez sa modestie, son humilité, je vois maintenant des jeunes qui ont des palais pratiquement qui coûtent 2 milliards, 2 milliards de francs CFA. Il y en a même qui ont 2000 milliards dans les comptes dans les paradis fiscaux. Le président Alphonse Massamba Deba. Vous connaissez où est sa maison? Je l'ai approché de temps en temps à Bakongo. Vous avez vu? Quelle modestie, quelle simplicité. Ça veut tout simplement dire que c'est l'illustration même de l'homme politique qui n'a pas volé et qui a considéré que la politique ne permet pas de s'enrichir et que si un homme politique s'enrichit, c'est qu'il est dans le vol. Et maintenant, par rapport à ce que tu viens de dire, je suis gêné et je vais te dire pourquoi, que les Congolais ou les téléspectateurs me pardonnent ou qu'ils soient indulgents. Edith Lucie Bongo est la fille du président Denis Sassou Nguesso, mais ça a été la femme de quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, qui m'a beaucoup apporté, au-delà de ce qu'on dit sur lui, le président Bongo Ondimba. Donc, de ce point de vue,
J'ai toujours considéré Edith Lucie Bongo comme une belle sœur et j'ai toujours eu beaucoup de respect pour elle. Mais je dis que s'agissant de la pratique au niveau des gouvernances actuelles, on ne devrait pas privilégier les liens familiaux par rapport aux liens d'État. Et que l'abbé Fulbert Youlou, Alphonse Massamba Deba, Jacques Opango, Stéphane Tchichele, Apollinaire Bazinga, et j'en cite. Le président de l'Assemblée, j'étais encore très jeune, c'était Ibaliko. Tous ces gens, ils sont complètement dans l'oubli. Je me demande même si les jeunes actuels connaissent qui était président de l'Assemblée sous le président, l'abbé Fulbert Youlou, etc. Oui, mais Et peut-être. pardon, Clément Birassa, est-ce que ce n'est pas là une tentative de vouloir effacer la mémoire du Congo? De vouloir effacer. Effacer la mémoire du Congo, c'est-à-dire Mais la mémoire du Congo. l'histoire. Mais personne ne pourra l'effacer, Christian. Personne ne pourra l'effacer. Personne ne pourra effacer le nom de Jacques Opango. Personne ne pourra effacer le nom de l'abbé Fulbert Youlou. Et je parle de l'abbé Fulbert Youlou, Christian. J'ai participé parce que, pour ceux qui me connaissent, mais qui ne connaissent pas parfois d'où je viens, j'ai été élevé par mon oncle paternel, qui était secrétaire général du MSA, le parti du président Jacques Opango. Et on m'a invité à une activité qui rendait hommage à Jacques Opango. Et j'ai suivi, j'ai écouté des commentaires très élogieux sur Jacques Opango, son intégrité, le fait même que le président Youlou lui ait proposé pour sa retraite que l'on classe greffier en chef au lieu de greffier. Il a refusé, il a accepté sa condition. Et on me dit qu'il était honnête, intègre, qu'il ne volait pas. Alors moi, j'ai posé la question. J'ai dit, mais je ne comprends pas. Nous avons chanté dans ce pays que Youlou a tout volé, nous le bâtirons de nouveau. Suffit la liberté. Et moi, j'apprends ici, chez vous, avec vous, qu'Opango était intègre. Mais expliquez-moi, comment le président était voleur et le vice-président était intègre? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et les conférenciers m'ont expliqué qu'à la suite de tout ce qu'on a dit sur l'abbé Fulbert Youlou, une commission a été mise en place pour faire le point des vols dont le président, l'abbé Fulbert Youlou, se serait rendu coupable. Et on m'a dit, rien n'a été trouvé. On m'a dit, je ne citerai pas les noms des personnes qui me l'ont dit, on dit, rien n'a été trouvé, mais les personnes m'ont ajouté. Mais Youlou était riche. Youlou était riche pourquoi? Parce que c'était un anticommuniste fiefé. Et dans le cadre de cette lutte contre le communisme, il était un grand ami, un allié de Moïse Tshombe, qui était là-bas au Katanga, donc qui gérait d'énormes ressources minières, et que, grâce à ça, et c'est comme ça que le président Youlou, regardez la vision pour les jeunes que le président Youlou avait, parce que l'hôtel olympique qui est devenu aujourd'hui, qui a dit été nationalisé, tout ça, c'est un bâtiment que Youlou, l'abbé Fulbert Youlou, avait conçu pour sa mère. Mais regardez déjà l'étendue du terrain qu'il avait pris et le bâtiment qu'il a construit pour vous faire déjà une idée sur la personnalité de ce monsieur. Et donc, ça veut dire que toutes ces accusations n'étaient qu'une instrumentalisation, question de le noyer. Voilà. Les historiens fassent le point. Et moi, j'ai réagi, Christian, en disant, mais soyons sérieux. Si telle est la situation, mais il faut qu'on le réhabilite. Pour réhabiliter, oui. Il faut travailler pour le réhabiliter. Il faut travailler pour réhabiliter sa famille. Et c'est extrêmement important. Même pour le bon sens, bien entendu. C'est pour ça que moi, je défends, je dis, Christian, les gouvernants dans ce pays doivent prendre la responsabilité de s'occuper sérieusement des dépouilles mortelles de nos responsables, les présidents qui sont passés, les grands hommes politiques comme Jacques Opango, comme Stéphane Tchichele, comme les autres, etc. Il faut que l'on prenne des dispositions particulières
on jette de l'argent, on fait c'est n'importe quoi, on peut au moins rendre hommage. Ce n'est pas les statuettes qu'on a mis vers Javoué ou Bon, vers la mais comme qui primature. dirait, ne faites jamais aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse un jour, puisqu'ils ont nationalisé l'hôtel de Philbert Youlou, probablement que eux aussi, à leur tour, on va nationaliser tout ce qu'ils ont pillé, tout ce qu'ils ont volé à l'État congolais. À chacun son tour, comme qui dirait chez le coiffeur. Clément Mirassa, venons-en donc à la vie des partis. Vous êtes président, je rappelle, du PSDC, un parti de l'opposition. Alors, comment s'organise l'opposition congolaise face à ce qui peut être qualifié comme une fraude électorale? Je m'explique. Le Parti congolais du travail est déjà en campagne électorale pour la présidentielle de 2026, en violation bien sûr de la loi. Et en face du PCT, c'est le silence. Bon, Christian, il faut que tu saches une chose. Les Congolais ont pris prétexte des événements dramatiques qu'on a connus dans le pays, semble-t-il, pour entrer dans la peur. Et que beaucoup ont choisi de ne pas s'exprimer. Je dois te dire, Christian, que je reçois beaucoup de coups de fil où les gens me disent, mais quand tu fais grand angle, il y a ceci que tu n'as pas dit, mais la prochaine. Mais je dis, mais pourquoi tu ne le dis pas? Mais parce que la personne semble avoir peur, elle pense qu'elle peut subir une répression, elle peut subir un certain nombre de choses. Et pourtant, la Constitution, à travers l'article 25, garantit la liberté d'expression. Donc, je crois, si je pouvais parler publiquement de stratégie, nous avons mis en place une stratégie pour aller à la conscientisation des Congolais. Et je crois que R7 nous y a beaucoup aidé. Et je crois que progressivement, c'est en train de se faire. La dernière émission de Grand Angle nous a permis de lancer un appel à l'unité, au rassemblement de l'opposition. Mais quand je dis rassemblement de l'opposition, nous voulons parler de la vraie opposition. Ce n'est pas à moi de déterminer qui est vrai, qui est faux, mais j'ai un principe. Il n'y a pas d'opposants, il n'y a que des preuves d'opposants. Et à travers votre langage, à travers les positions que vous preniez, etc. S'il y a par exemple le problème des terres, vous vous taisez. Il y a des vols dans le pays, vous vous taisez. Est-ce que vous pouvez considérer que vous êtes opposant? Non. Vous n'aidez pas à ce qu'on vous connaisse, vous n'aidez pas à la résolution du problème. Donc, Christian, nous avons comme bâti une stratégie pour dire qu'il y avait une phase où on devait aller à la sensibilisation. Nous pensons que cette phase est très avancée et nous pensons que nous devons travailler pour que nous allions à l'unité et au rassemblement de l'opposition. Mais nous disons la vraie opposition, parce qu'il faut que les gens répondent à la question, voulons-nous vraiment faire la vraie opposition? Je le dis pourquoi. Parce que on a découvert sur les réseaux sociaux une communication faite par le secrétaire général adjoint du Conseil national des Républicains, qui a eu une discussion avec le conseil politique du président de la République, mais qui lui a fait comprendre que beaucoup de partis de l'opposition bénéficiaient d'un traitement du pouvoir et que ces partis avaient l'obligation et la responsabilité de soutenir le pouvoir et que s'ils ne le faisaient pas, ben, écoutez, ils seront dénoncés. Bon, vous voyez bien, ça veut dire qu'aujourd'hui, ben, c'est le pouvoir qui connaît la véritable opposition et l'opposition qu'il manipule, parce qu'il y a bien la preuve qu'il y a la corruption, qu'il y a l'achat des consciences. Et c'est pour ça, Christian, que c'est fait pour qu'après, quand il y a la commission électorale indépendante, on dit tel poste est donné à l'opposition, mais évidemment, le pouvoir fera tout que ça soit donné à l'opposition qui lui est favorable. Comme ça, quand on fait les votes, écoutez, en fait, il n'y a pas de vote. C'est des nominations et c'est ce que nous avons toujours et toujours fait. Donc, je dis, Christian, le PCT a commencé la campagne, c'est vrai. Mais c'est un scandale, Christian. Vous avez vu ces images sur la télévision à Kindamba? Et je le dis parce qu'il s'agit du président de l'Assemblée qui a déjà déclaré à l'ouverture de la session administrative de l'Assemblée que Denis Sassou Nguesso est le candidat naturel et que tout le monde devrait se ranger. Pourquoi je dis que c'est scandaleux? Isidore Mvouba a fait partie des 2588 congressistes du PCT qui ont décidé unanimement de reconduire Denis Sassou Nguesso comme
président du comité central du Parti congolais du travail, c'est-à-dire donc le président de l'Assemblée a violé la Constitution, a violé une loi qu'il a votée. Et maintenant... Pendant que vous allez continuer, Clément Mirassa, vous rappelez ici Isidore Mvouba, je préfère proposer ce reportage à nos téléspectateurs, question de les mettre un peu dans le contexte et on revient sur le plateau suivant. Isidore Mvouba a tenu sa traditionnelle rencontre citoyenne. L'occasion pour lui de rendre compte des travaux de l'Assemblée nationale et notamment la loi de finances 2025. Le point culminant de cette rencontre, c'est l'appel lancé au chef de l'État Denis Sassou Nguesso. Une déclaration baptisée Déclaration de Kindamba a été adoptée à l'unanimité appelant le président de la République à se porter candidat en 2026. Alors, Clément Mirassa, comment expliquer qu'à son niveau de responsabilité, je parle bien d'Isidore Mvouba, vous l'avez suivi, à son niveau de responsabilité, arrive-t-il à confondre les rôles, à battre campagne lorsqu'il sait que là, il est en train de violer de manière délibérée la Constitution congolaise? Et curieusement, son parti, il le sait très bien, c'est un parti qui n'est pas conforme à la loi. Ça aussi, il le sait. Comment expliquer ça et pourquoi il se comporte comme ça? Et c'est parce que, comme je disais d'ailleurs d'entrée du jeu, peut-être parce que l'opposition est silencieuse ou laisse faire, mais même quand l'opposition est silencieuse, est-ce que on peut se permettre de violer la loi comme ça, aux yeux au-dessus de tout le monde? Et pour qui est faite la Constitution finalement? C'est la question qu'on est en droit de se poser. Mais Christian, tu poses une question très pertinente. Isidore Mvouba, comme je l'ai dit, a violé la Constitution. C'est la même chose pour le président du Sénat qui a présidé même le Congrès de décembre 2019. Et après, ils viennent vous parler de paix. Est-ce que c'est sérieux? Et ensuite, il voulait le cacher. Mais qu'est-ce qu'on sait maintenant? Mais que Denis Sassou Nguesso est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. On appelle Denis Sassou Nguesso à annoncer sa candidature. C'est la première fois que dans un pays au monde, un président de la République qui est en situation d'incompatibilité, qui a violé, parce que Denis Sassou Nguesso a violé la Constitution du 20 janvier 2002, il a violé la Constitution du 20 janvier, du 25 octobre 2015. Il y a aussi la Constitution, pardon, il y a aussi la Constitution d'août 1992 qu'il a violée par le coup d'État militaire. C'est une violation de la Constitution. Bon, donc, le rappeler. Et ces partisans, ou les partisans de ce système, lancent des appels. Vous avez suivi la fête de la femme à Djambala. Ce que Madame Inès Nefer-Ngani Vumbo Yalo a déclaré. En fait, sur les 6 142 180 habitants du Congo, il n'y a que Denis Sassou Nguesso qui peut être président de la République. Mais c'est un système, parce qu'il considère que Denis Sassou Nguesso les protège, alimente et défend ces systèmes qu'ils veulent qu'ils perdurent. Maintenant, mais perdurer parce que vous, de l'opposition, vous ne faites rien. Clément Mirassa, je veux vous proposer un extrait de la déclaration de Denis Sassou Nguesso. Et vous connaissez très bien ce qu'il déclarait lorsqu'il était à l'opposition. Quand la Constitution ou lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. On le suit. Les intérêts de notre peuple, la défense de la démocratie et des libertés, nous resterons fermes sur ces positions. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Alors, Clément Mirassa, quand la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Vous êtes des démocrates et vous acceptez qu'on viole la Constitution de manière permanente au Congo-Brazzaville. Le président, entre guillemets, de fait, viole la Constitution. Le président de l'Assemblée viole la Constitution. Celui du Sénat viole la Constitution. Le gouvernement viole la Constitution. Le PCT viole la Constitution. Tout à l'heure, je vous posais la question de savoir
pour qui est faite la Constitution. Quand le gouvernement ou les gouvernants ne respectent plus la loi, le peuple est en droit de se soulever. Ça, tout le monde le sait. Et si ce n'est pas le peuple qui doit se soulever, vous, les opposants, vous êtes en droit de les arrêter. Christian, je ne voudrais pas me jeter des fleurs, mais je pense que sur la question, les Congolais savent que je suis l'un des rares hommes politiques congolais à soulever cette question. Et j'attends, parce que tout le monde attend la réaction de Denis Sassou Nguesso. Tout le monde attend la réaction de Denis Sassou Nguesso. Quelle réaction? La première réaction que je lui ai déjà proposée à travers 2 émissions, c'est qu'il faut qu'il sanctionne le PCT. C'est la loi. Il a prêté le serment. Il a prêté le serment. Oui, de respecter. 77 de la Constitution, oui. De respecter et de faire respecter la Constitution. Et à partir de ce moment, l'article 31 de la loi sur les partis dit clairement qu'en cas de violation des lois en vigueur, le parti concerné ou le groupement politique concerné est suspendu de toutes ces actes. En fait, c'est Raymond Zéphirine Mboulou qui aurait dû suspendre le PCT. Mais comme il ne le fait pas, c'est Denis Sassou Nguesso qui a la responsabilité de faire respecter la Constitution. Mais malheureusement, il n'a jamais respecté les constitutions. Il ne faut jamais attendre ça de lui. Bon, ben, c'est Moi, là je pense que les opposants sont en droit aujourd'hui de s'organiser pour, comme qui dirait, inverser le rapport de force. Il faut les arrêter parce que finalement, au Congo, ça c'est l'impression que j'ai, et après je peux me tromper, je commence à comprendre que le Congo c'est un pays de non-droit, une zone de non-droit, tout est permis à j'allais dire à ce système ou à ce régime, mais voilà, les petits délinquants de la rue, on peut les attraper et puis voilà, les mettre en prison. Et les grands délinquants, les grands criminels financiers, ceux-là qui commettent des crimes contre l'humanité, peuvent circuler tranquillement. Voilà le pays qu'on est en train de... Mais c'est la raison de notre combat. J'accepte et je prends acte de ta critique, mais je me tourne vers les autres. Je me tourne vers les autres partis de l'opposition pour dire, écoutez la critique qu'on nous fait. Je vous ai lancé un appel. Retrouvons-nous, rassemblons-nous. Et notre responsabilité dans ce qui se passe est grande. Le tout, c'est pas de prendre le micro. Nous avons une responsabilité parce qu'en étant silencieux, nous sommes complices de ce qui se fait vis-à-vis du peuple congolais. Et moi, je fais déjà... On peut me critiquer peut-être, mais je fais déjà une bonne partie de ce que je considère qui devrait me revenir. Mais Christian, il faut que les Congolais le sachent. C'est moi qui ai introduit en juin 2020 le recours à la Cour constitutionnelle sur l'inconstitutionnalité de l'élection qui avait permis l'élection de Denis Sassou Nguesso comme président du Parti congolais du travail. Et Denis Sassou Nguesso et ses ministres, etc., ils savent quelle est la suite qui a été réservée. Donc, vous êtes dans une situation où il y a un paradoxe entre ce qui se dit et ce qui se fait. Les gens, ils sont là pour se dire, parce que le principe qui a été énoncé, c'est peut-être ça qui effraie les gens. Parce que le principe qui est énoncé en coulisses, c'est quoi, Christian? Nous sommes arrivés là par la force. Tu as toi-même parlé d'un coup d'État. Nous sommes arrivés là par la force. S'il y en a qui pensent qu'ils sont forts, mais qu'ils viennent nous enlever par la force. Or, moi, je ne suis pas pour la force, je suis pour l'argumentation. Maintenant, le point, c'est qu'il faut que nous arrivons à convaincre les Congolais qui, semble-t-il, nous reprochent à nous opposants d'être opposants le jour et collaborateurs la nuit, que les Congolais nous aident à ce que, ensemble, nous nous mettons debout pour barrer la route à ce qui se passe, parce que ce qui se prépare n'est rien d'autre qu'un coup d'État, parce que ce système du PCT n'a qu'un seul objectif, c'est la conservation du pouvoir. Ce n'est pas le bien-être des Congolais, ce n'est pas que le Congo se porte bien, mais ce qu'ils veulent, c'est la conservation du pouvoir pour qu'ils continuent dans la corruption, dans la fraude, dans les détournements, etc. Et ça, moi, je crois, mais j'espère. Évidemment, il y a quelqu'un qui me disait une opposition n'est forte que lorsque la population est derrière elle, parce que là aussi, je crois qu'il faut pointer du doigt la population congolaise qui est résignée, mais qui, dans le même temps, peut crier, il n'y a pas d'opposants, il n'y a pas d'opposants, alors qu'eux-mêmes sont chez eux, à la maison, en train de dormir sur les lauriers. Mais Christian, c'est terrible. Christian,
Tu as vu cette mobilisation qui a été faite d'abord le 5 février, comme quoi il y a des timoniers. Tu as vu cette mobilisation pour dire que tous les Congolais sont derrière le patriarche. Quel est le bilan du patriarche? Quel est le bilan du patriarche? Mais ces gens qui se mobilisent sont des gens qui n'ont pas d'eau chez eux. Ils n'ont pas d'électricité. Ces jeunes-là n'ont pas du travail. Mais ce sont eux qui font le choix de prendre 2 000 ou 5 000 francs pour essayer de dire qu'ils sont derrière le patriarche, etc. En fait, ils ont fait le choix. Mais regarde ce qui s'est passé dans mon bled à Djambala. Les sages, en grande majorité de mon district de Lekana, ont déjà proposé un fauteuil pour que Denis Sassou Nguesso s'assied dessus au sortir de... Donc, ils savent déjà qu'il est élu. Ils ne connaissent même pas quels sont les adversaires de Denis Sassou Nguesso. Ils ne connaissent même pas quel est le programme. Mais aller à Lekana, c'est la souffrance et c'est la misère. Mais ce sont eux. Donc, la population a également une grande responsabilité. C'est pas parce qu'on vous donne 2 000 francs. 2 000 francs, c'est quoi? Mais si on cultive la terre, on peut gagner 100 000 francs. Pourquoi on se laisse être corrompu pour 2 000 francs, pour 3 bières? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on est à ce point? Moi, non. ma question, Je crois qu'il Clément Mirassa, c'est que dans le même temps, il y a eu un communiqué du ministère de l'Intérieur qui en appelait les partis à la conformité, à la loi. Et curieusement, c'est dans cette même période que le PCT est en train de démontrer à tout le monde qu'ils peuvent violer la loi, la Constitution. Et le même Raymond Zéphirin Boulou est silencieux, il est dans son coin. Ça ne lui dit absolument rien. C'est quoi finalement le sens à donner à ce communiqué? Mais non, le sens à donner à ce communiqué est clair. Nous sommes là, nous nous battrons pour la conservation du pouvoir. Nous organiserons les élections telles que nous le voulons, parce que l'opposition et les Congolais ne se lèvent pas. Et nous proclamerons, pourquoi les Raymond Zéphirin Boulou proclament les résultats des élections à 3 heures du matin? Pourquoi Jean-Marie Michel Moukoko et André Okombi Salissa sont en prison? Et j'ai entendu dire dans les démarches qu'on menait pour, semble-t-il, dit-on, de vivre ensemble, je ne sais pas ce que ça veut dire. En fait, c'est une démarche qu'ils sont en train de monter pour dire que tous les Congolais doivent être derrière Denis Sassou Nguesso. J'ai entendu dire dans ce cas de certaines personnalités, dire non, Jean-Marie Michel Moukoko et André Okombi Salissa ne peuvent être libérés qu'après l'élection de 2026. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Donc, c'est aux Congolais, Christian. Nous, on a peut-être notre part de responsabilité en tant que parti politique, mais les Congolais doivent se lever et puis ne pas suivre n'importe quoi. Le patriarche, c'est quoi? Je vois maintenant qu'il y a de l'entrepreneuriat des jeunes, etc. On a attendu juste l'après des élections et après les élections, il n'y aura plus d'entrepreneuriat. Les Congolais ne le savent pas. Quelqu'un qui nous disait sur ce même plateau, bon oui, peut-être le patriarche des voleurs, parce que au moins eux ils volent et puis bon ils sont pas sanctionnés, c'est normal qu'ils aient leur patriarche, mais si c'est le patriarche de tous les Congolais qui croupissent dans la misère, là je ne pense pas que ce soit le patriarche de tous les Congolais, et c'est triste de vivre de telles réalités. Mais Clément Mirassa, face à ce qui se présente, tout à l'heure j'ai dit c'est une fraude électorale que tout le monde est en train de constater, et le PCT fonce. De toute façon, ils aiment à dire le chien aboie, la caravane passe. Après, on se pose la question de savoir, là la machine est déjà partie, c'est fini, jusqu'à l'élection 2026, je crois que ce sera en mars. Vous de l'opposition, comment allez-vous y prendre? Allez-vous prendre part à cette élection? Parce que nous avons eu dernièrement des retours, dit oui, mais Clément Mirassa a fait une déclaration, vous faisiez, je crois, la déclaration, c'était pour la journée, je crois, du 8 mars, c'est ça, où vous aviez parlé de l'élection, et tout le monde est revenu pour dire, ben, tiens, il parle de l'élection, c'est quoi? Il va aux élections avec ces gens-là? Voilà, je vous repose cette question. C'est la question des internautes. Comment allez-vous vous y prendre? Vous irez aux élections dans ces conditions? Sinon, c'est quoi la stratégie? Non, attendez, Christian. Il faut que je rétablisse la vérité. Ce que j'ai dit en disant que l'élection congolaise en 2026 aura lieu entre le 7 et le 17 mars, probablement dimanche 8
mars ou le dimanche 15 mars, c'est la lecture des dispositions de la Constitution. Et j'ai pris le calendrier, j'ai fait le décompte. Maintenant, est-ce que j'irai à l'élection? Est-ce que les conditions sont remplies? J'entends beaucoup de gens annoncer qu'ils sont candidats, tout ça. Sous quelles conditions? Est-ce que, pour moi, parce que j'ai des questions qu'il faut, à mon avis, aborder, Denis Sassou Nguesso viole la Constitution. Il est président du Parti congolais du travail. Christian, posons-nous la question. Est-ce que le président du Parti congolais du travail peut organiser des élections libres, démocratiques et transparentes, crédibles et apaisées? Je dis non. Je dis non. Mais donc, déjà sur ce nom-là, je reviens là-dessus, Clément Mirassa. Il faut rappeler, je crois l'avoir déjà dit, c'est que Denis Sassou Nguesso ne voulait jamais des candidats présidents. Il était à l'opposition, il reprochait cela à Pascal Lissouba et disait « Je n'accepterai jamais qu'un président ou un pouvoir organise l'élection et il faut que tout le monde soit candidat citoyen. » Et vous avez raison de le rappeler. Christian, tu fais bien de le rappeler, mais moi, je n'irai pas là. Je vais prendre une autre tournure. Denis Sassou Nguesso a la réputation au plan international d'être un très grand médiateur international qui a agi sur la scène internationale pour résoudre les crises au Centrafrique, au Tchad. Présentement, il est en train d'œuvrer pour la Libye. Christian, est-ce que le médiateur international... On vient de le déclasser déjà là. Est-ce que le médiateur international de cette trempe peut se retrouver dans son pays dans une situation où il viole les constitutions, où il n'est pas en conformité avec la loi, où il ne déclare pas son patrimoine et il va faire la déclaration publique pour dire qu'il est candidat à l'élection présidentielle? Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Là aussi, nous prenons l'opinion internationale à témoin. C'est les Congolais qui doivent juger. Nous, moi compris. Moi compris. Maintenant, pour ceux qui posent la question de l'élection, etc., c'est une échéance. C'est aux Congolais de déterminer qu'est-ce qui va se passer pour l'élection de 2026. S'ils veulent se mettre debout pour que les conditions soient remplies, pour qu'on aille vers une élection libre, démocratique et transparente, oui, mettons-nous debout, obtenons ces conditions et faisons que dans ce pays, nous allions vers une vision de changement et de rupture. Après avoir constaté que le PCT et le président Denis Sassou Nguesso ont lamentablement échoué. Parce que quand j'écoute les discours d'Isidore Mbouba, etc., évidemment, Isidore Mbouba, d'après les chiffres qui circulent sur les réseaux sociaux, il gagne plus de 20 millions de francs par mois. Et vous croyez qu'il veut qu'il change? Il ne paye pas l'électricité aussi, il doit beaucoup de millions. Il ne paye pas l'électricité, tout ça. Mais ils sont tous dans ces conditions. J'ai vu que le Premier ministre a depuis 2021 pratiquement plus de 20 milliards de frais de souveraineté ou quoi. Et vous voulez qu'il vous dise qu'il veut quitter cette place? Non, il veut continuer. Et il veut continuer à enfoncer les Congolais dans la misère, dans la souffrance. Et peut-être qu'on peut en parler lorsqu'on va parler du problème avec le Fonds monétaire international. Donc voilà, Christian, le problème. Mais je répète, Christian, à l'attention des Congolais. Le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Le ministre Zéphirin Moulou a voulu le cacher. Les Congolais le savent maintenant. Et on va voir comment le ministre Moulou va sortir un autre arrêté, comme qu'il avait sorti l'arrêté 13 205 du 21 octobre 2020 pour dire que le PCT est conforme à la loi. C'est là où on l'attend. Donc, on va suivre et on va voir. Alors, dans le même ordre, nous parlons ici de la fraude déjà électorale qui a démarré avec le PCT. Bien entendu, la note circulaire, vous l'avez certainement lue, 00152/MID-CAB, relative aux données sur les personnes décédées.
Qu'est-ce que ça veut dire concrètement lorsqu'on demande au préfet de remonter l'information sur les personnes déjà décédées parce qu'ils vont procéder à la révision extraordinaire des listes électorales? Mais Christian, on va justement rentrer en profondeur de ces sujets dans quelques temps. D'abord, cette note fait apparaître quoi? Elle fait apparaître que le gouvernement de Colline Makosso a lamentablement échoué en ce qui concerne d'abord le recensement et puis en ce qui concerne les recommandations qui ont été formulées par leurs différentes mascarades de concertation politique. Et pourquoi je le dis, Christian? Parce qu'au cours de ces mascarades de concertation, il est déjà apparu clairement que la méthode qui consiste à procéder à la révision extraordinaire des listes ne permet pas d'obtenir la maîtrise du corps électoral et ne permet pas d'avoir des listes électorales fiables. Ils le savent. Et ils savent qu'à travers, parce que je n'ai pas pris part à ces concertations, ils savent qu'à travers beaucoup de concertations, il est apparu que pour résoudre le problème de la maîtrise du corps électoral et de la fiabilité des listes, il fallait réaliser un bon recensement pour qu'on aille aux cartes biométriques. Clément Mirassa, est-ce que ça veut dire qu'eux-mêmes aussi doutent finalement des statistiques du dernier recensement 2023? Mais ils savent que c'est faux. Comment on sort d'un recensement général et dans le même temps demande au préfet de remonter les informations sur... Mais ce n'est même pas ça le problème, Christian. Ce n'est même pas ça. Il y a plusieurs problèmes, Christian. D'abord, le ministère de l'Intérieur, qui est placé sous la responsabilité de Raymond Zéphirin Boulou. D'après les textes qui donnent les attributions de ce ministère, a la responsabilité de faire chaque année un recensement administratif. Et si ce recensement administratif était fait chaque année, il n'y aurait pas eu besoin de demander au préfet de faire ce qui se passe. Donc, ce qui se passe, c'est encore un autre constat d'une volonté de tricherie et d'une incapacité de faire le travail à un moment où ça a été demandé. Maintenant, s'agissant du recensement, Christian, mais je suis statisticien. J'ai la série des recensements qui ont été donnés. J'ai pris un cas spécial. Quand vous prenez les recensements depuis 1974, jusque pratiquement celui de 2007, la Likwala a la moitié de la population de la Bouenza. Et quand vous prenez les projections démographiques faites par l'Institut national de la statistique en 2018, la population de la Likwala est la moitié de la population de la Bouenza. Expliquez-moi comment en 2023, donc 5 ans après 2018, la Likwala se retrouve avec une population de 355 000 habitants et la Bouenza a une population de 363 000 habitants. Ils sont pratiquement à égalité. Par quel phénomène? Mais la question qu'on leur a posée, expliquez-nous quels sont les phénomènes qui ont permis d'en arriver là. Mais ensuite, Christian, quand tu ajoutes les révélations faites par Sokoko, comme quoi il y aurait 9 000 soldats rwandais avec des éléments du M23 qui seraient dans les forêts de la Sangha vers Kangami-Tchopo, mais on comprend ce qui s'est passé. Quand on prend la déclaration qui a été faite dans le Niari, comme quoi on a découvert dans des véhicules 9 000 Kuluna, on ne sait pas d'où ils venaient, et la RDC a réagi en disant que c'était pratiquement des Rwandais pour lancer la rébellion à Lyosi. Non, en fait, la déclaration du ministre Mboulou signifie que, ils ont conscience que le recensement a échoué. Mais s'ils ont conscience que le recensement a échoué, ils n'ont qu'une décision à prendre. C'est faire en sorte que ça soit annulé comme ils ont annulé celui de 1996, sous le prétexte que le président Lissouba avait gonflé les listes, avait fait gonfler les listes dans les zones qui lui étaient favorables, il avait minoré dans les zones qui étaient favorables au président Sassou. On revient à la même situation. Donc, eux, ils croient que les Congolais ne suivent pas, qu'ils vont endormir les Congolais. C'est pour ça que je dis aux Congolais, il faut que nous nous levons et que nous prenions les choses entre les mains. Le gouvernement, écoutez, excusez-moi, le gouvernement
du président Denis Sassou Nguesso et le système PCT, ils sont baignés dans la tricherie, dans le vol, dans le détournement, dans tout ce qu'ils appellent eux-mêmes anti-valeurs, et ils ne sont pas prêts à organiser une élection libre, démocratique, transparente et crédible. Dans le déni en plus, voilà, et puisqu'on parle ici de l'organisation de l'élection présidentielle 2026, au sortir du dialogue de CBT, il avait été question, cette fois-là, de produire des cartes biométriques. Alors, 2 élections ont eu lieu après, donc 2016, 2021. Là, on va vers 2026. Les cartes biométriques, on n'en parle toujours pas. C'est extraordinaire, non? Ils ont échoué. Ils ont échoué de ce point de vue. Et ils se sont rendus compte, bon, maintenant, ils auraient une raison. Madame Ingrid Boukababaka, ce n'est plus au plan, la statistique, tout ça. Je ne sais pas si Ludovic Ngate qui est arrivé en aura la maîtrise, mais c'est complètement dans le décor. Et il faut que les gouvernants sachent que les Congolais les suivent. Et aujourd'hui, nous demandons aux Congolais d'être vigilants. Et je crois que nous aurons l'occasion de revenir sur J'ai bien envie de ces poser chiffres. tout de même la question de savoir comment est-ce que les Congolais ne voient pas tout ça, tout ce scandale, cet échec, cette misère. Mais parce que dans les faits, les Congolais ont la réputation de ne pas aimer la lecture. Il faut qu'ils lisent, justement. Il faut qu'ils lisent, qu'ils retiennent un certain nombre de choses. Par exemple, le texte que le ministre Mboulo a pris en demandant les décédés, etc. Mais écoutez, ce n'est vraiment pas sérieux. On constate qu'on est un pays qui est pratiquement au niveau du Moyen-Âge, là. Donc, l'état civil depuis des années. Je rappelle au ministre Mboulo que lorsque moi j'étais directeur général du Centre national de la statistique et des études économiques, et j'en suis parti en 84, Christian, j'en suis parti en 84. Nous avions déjà lancé avec le ministère de l'Intérieur de l'époque le système d'état civil. Et je découvre maintenant que depuis toutes ces années, même le projet que nous avons lancé, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu. L'état civil ne fonctionne pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Le FMI, une équipe du Fonds monétaire international, a séjourné au Congo-Brazzaville du 7 au 18 octobre 2024. Les discussions se sont poursuivies à Washington lors de l'Assemblée annuelle de 2024 au titre de la 6e revue du programme triennal soutenu par la Facilité élargie du crédit, approuvé par le Conseil d'administration du FMI le 21 janvier 2022. Et au cours de cette mission, il nous avait été révélé que ça s'était avéré un échec. Curieusement, 5 mois après, nous apprenons, donc le 12 mars dernier, que finalement, la 6e revue du Conseil d'administration du Fonds monétaire international a accordé finalement au titre de la facilité élargie du crédit en faveur de la République du Congo et a approuvé le décaissement immédiat de 32,4 millions de DTS, environ 43 millions de dollars, l'équivalent de 20 milliards de francs CFA. Je voulais d'abord comprendre avec vous comment ça fonctionne. Le Congo traverse une grave crise multidimensionnelle depuis de nombreuses années. Ne s'en sortant pas, parce que le Congo a pensé dans un premier temps qu'il pouvait procéder à un ajustement interne. C'était possible si on avait le courage et la volonté d'amorcer un certain nombre de réformes. Le Congo s'est avoué impuissant. Et qu'est-ce que le Congo a fait sous le Premier ministre Clément Mwamba? Le Congo a négocié un programme avec le Fonds monétaire qu'il a obtenu difficilement en juillet 2019. Et ce programme contenait une matrice de 48 mesures. Je crois que il faut avoir beaucoup d'admiration pour le Premier ministre Clément Mwamba parce qu'il avait vulgarisé et tous les Congolais connaissaient la matrice de 48 mesures. Mais le Congo n'a pas pu exécuter ce programme. Ils ont travaillé pour renégocier un autre programme. Et ils ont dit aux Congolais, quand ils l'ont obtenu en janvier 2022, qu'en 2024, avec l'exécution de ce programme, le Congo va sortir de la grave crise multidimensionnelle. Maintenant, Christian, il faut que les Congolais comprennent. Lorsque nous avons signé le programme, l'accord pour une facilité de crédit élargie,
qui nous a permis d'obtenir, écoute Christian, qui nous a permis d'obtenir une assistance financière du Fonds monétaire sur 3 ans de 455 millions de dollars, à peu près l'équivalent de 275 millions, 275 milliards de francs CFA. Ajouté à ça, comme le Fonds monétaire ouvre la voie, la Banque mondiale a apporté 210 millions de dollars. La Banque africaine de développement a apporté 100 millions de dollars. La coopération française a apporté 63,8 millions de dollars. Ça fait en tout près de 823, sinon 24 millions de dollars sur 3 ans. Mais figure-toi, Christian, que ramener en francs CFA, ça fait, disons environ, j'arrondis, 500 milliards de francs CFA. C'est-à-dire à peu près l'équivalent de 165 milliards de francs CFA par an. Est-ce que, Christian, tu penses qu'avec 165 milliards de francs CFA par an, tu peux redresser la situation du Congo? Je dis non. Et quand j'apprends que les membres du gouvernement ont fêté parce que, soi-disant, qu'on a eu la 6e. Oui, mais jusqu'aujourd'hui, ça continue à jubiler. C'est la fête. Non, mais je dis, la voix du Fonds monétaire n'est pas la voix qui va sortir le Congo du sous-développement. Et Christian, pour édifier les Congolais, j'ai ici une coupure de presse. Oui. Une coupure de presse du journal Le Patriote. Je crois que c'est le dernier qui est sorti. Pourquoi j'ai cette coupure de presse? Mais parce que je te lis ce que le directeur général des douanes a déclaré sur la chaîne de télévision congolaise. Comparativement à d'autres pays de la CEMAC, un niveau de dépenses fiscales qui est très élevé. Nous accordons plus d'exonération que nous mobilisons des ressources intérieures nécessaires au financement des activités prévues dans les lois de finances au titre de l'exercice 2023-2024. Rien qu'au cordon douanier, nous avons enregistré plus de 600 milliards d'exonération de dépenses fiscales. Donc, sur la période 2023-2024, au niveau douanier, nous avions 600 milliards d'exonération. Donc, de l'argent perdu pour l'État congolais. Alors que les recettes douanières ont peiné à atteindre 180 milliards. Alors que les recettes ont peine à atteindre les 180 milliards. Parce que ce que nous avons constaté, c'est que les entreprises bénéficient des conventions, deviennent entreprises seules, des hubs d'importation pour un certain nombre d'entreprises, pour un certain nombre d'individus, et à ce moment-là, importe. Mais en réalité, ces marchandises-là ne sont pas destinées à leurs engagements qu'ils ont pris dans les conventions d'établissement. Alors, vous trouvez ces gouvernants-là responsables? Vous pouvez avoir... Est-ce qu'ils ont dit tout de même qui sont bénéficiaires de ces exonérations? Dans tous les cas, lui-même, le directeur général des douanes dit qu'en fait, sous prétexte de les accorder aux bénéficiaires des avantages du Code des investissements, on finit par faire importer des produits qui se retrouvent dans les magasins, qui n'ont rien à voir avec le mobile. Et c'est pour ça qu'on a des problèmes. Et quand vous suivez la lecture de cet article, Christian, mais vous avez envie de pleurer pour le Congo. Parce qu'on ajoute que 600 milliards, c'est la perte au niveau des douanes. Mais si vous allez aux impôts, la perte se situe entre 1200 et 1500 milliards. Alors, vous trouvez que nos gouvernants, le système du président Sassou, qui fête soi-disant, lorsqu'on a 43 millions de dollars, c'est-à-dire autour de 24 milliards, et qui ne s'inquiète pas, parce qu'il parle, quand il présente le budget, il parle de la mobilisation des ressources. Mais la mobilisation des ressources, c'est là. Mais ajoute à ça, Christian, ajoute à ça ce qu'aurait pu rapporter la lutte contre la corruption. Ajoute à ça, parce que quand je te dis
que pour le programme du Fonds monétaire, ça fait à peu près 160, le Fonds monétaire, les autres partenaires, ça fait à peu près autour de 165 milliards par an. Mais il y a les ONG qui ont produit un document pour dire qu'entre 2020 et 2022, au ministère de la Santé, on a détourné 160 milliards. 160 milliards de francs CFA, une somme astronomique allouée au ministère de la Santé et détournée entre 2020 et 2022. Le chiffre est issu d'un rapport de l'ONG publié Ce que vous payez Congo. Alors que le développement du système de soins congolais est à la peine, l'enquête met le doigt sur la transparence de la gestion des finances publiques du pays. Les budgets de 2011, 2012, 2013 jusqu'à maintenant, c'est le même constat. On a construit un centre de dialyse à Pointe-Noire équipé, tout comme à Brazzaville, mais qu'on n'a jamais vu. Le dispensaire qui était prévu d'être construit au sein de l'aéroport international de Maya-Maya n'existe pas. Le CC de Kinshasa n'existe pas. Les 3 laboratoires, donc un laboratoire pour les produits génériques, pour la qualité des eaux, ordonnancés, mais jamais réalisés. Exemple criant des dysfonctionnements du système hospitalier au Congo, le centre de dialyse de Pointe-Noire, un projet qui n'a jamais vu le jour. Prévu depuis 2011, ce bâtiment jusqu'en 2014 n'existait pas. Et à la direction départementale de la santé de Pointe-Noire, on ne savait même pas si ce projet était prévu. Le rapport de Publier ce que vous payez Congo évoque également la gratuité de la césarienne, censée être garantie par un décret datant de 2011. Pourtant, 94 femmes ont confié à l'ONG ne pas avoir pu en bénéficier. Qu'est-ce qu'on en a fait? Lorsqu'on dit qu'il y a 6 Congolais qui détiennent 5 000 milliards, est-ce qu'on peut juguler dans ce genre de situation? Ils ont choisi d'appauvrir. Et puis après, qu'est-ce qu'on apprend? C'est les biens mal acquis. Ils achètent des appartements, ils font un certain nombre de choses. Les biens mal acquis, on en vient donc... Et aujourd'hui, Christian, c'est là où je vais terminer sur ce... Avant que tu me poses une autre question. Mais ils s'attendent à quoi? Mais à renégocier notre programme. Ça veut dire qu'on ne sortira jamais de la logique de ces programmes parce qu'on n'a pas le courage d'introvertir les centres de décision de notre économie. Et je t'apprends la nouvelle, comme quoi le président Trump a signé un décret qui fait que les jets, les comptes, etc., qu'ils ont aux États-Unis vont être saisis. Ben, oui, ce sera la débandade. Donc, voilà la situation. Alors, donc, si j'ai bien compris pour ce volet qu'on vient de développer tout à l'heure, le Congo se plie en 16 pour aller s'endetter de 500 milliards de francs CFA en 3 ans auprès du FMI. Et dans le même temps, au Congo, on peut constater en une année, les douanes perdent 600 milliards. 600 milliards en termes d'exonération fiscale. Et si vous prenez 1000, vous estimez à 1200 ou 1500 milliards, ce que les impôts perdent, mais vous avez pratiquement autour de 1700, 1800 milliards. Vous avez pratiquement le montant du budget congolais. Et on vient vous raconter des histoires. Et quel est ce pays-là qui ne parle que d'aide? J'ai vu le ministre Ouosso aller déposer un dossier, je sais pas moi, pour l'électrification du pays. Ils ont estimé, je crois, à 9 000 milliards de francs CFA. Ils sont partis déposer en Tanzanie parce que dit-on qu'ils ont pris part à une conférence où on leur a dit qu'il y a l'argent à prendre. Non, c'est pas sérieux. Ils ont le flair, non, mais le problème, c'est qu'ils ont un flair de capter tout l'argent, tout ce qui est liquidité, mettre dans les poches et puis un jour s'en aller, abandonner le Congo dans cet état vraiment difficile d'endettement très, très lourd. Passons donc au dernier volet bien mal acquis. Fin février, la justice française émettait un mandat d'amener à l'encontre d'Antoinette Sassou Nguesso dont le dossier des biens mal acquis, une humiliation, dirait-on, pour le Congo, Brazzaville. Antoinette Sassou Nguesso était bien obligée de fuir Paris le 4 mars dernier pour échapper à la police. Nous apprenions d'ailleurs que la police française a perquisitionné son appartement de Paris le 13 mars dernier, à son absence, l'objet même de la convocation de l'ambassadrice de France au Congo par le ministère des Affaires étrangères du Congo-Brazzaville, que je vous propose d'ailleurs de suivre en reportage. Le Congo et la France entretiennent depuis des décennies des relations de coopération dans plusieurs domaines. Comme toute amitié, la relation entre les deux pays connaît quelquefois des épisodes indésirables. Le dernier en date étant la perquisition de l'appartement de l'épouse du chef de l'État congolais
Antoinette Sassou Nguesso à Paris. C'est ainsi que le ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger s'est entretenu avec l'ambassadeur de France au Congo. Jean-Claude Gakoso et Claire Bodoni ont évoqué les relations entre le Congo et la France qui, de plus en plus, subissent des interférences de la justice française. Une opération judiciaire qui soulève des interrogations au Congo comme en France, d'où l'indignation du gouvernement congolais exprimée par le ministre Jean-Claude Gakoso à l'ambassadeur de France au Congo, à qui il a remis un message écrit et adressé à son homologue français. Voilà, la première dame du Congo, Antoinette Sassou Nguesso, sous un mandat d'amener. Elle a pris la poudre d'escampette le 4 mars dernier. Votre commentaire? Bon, Christian, j'ai suivi sur la chaîne de télévision nationale un peu cet extrait. J'ai lu également ce que les médias ont publié, notamment Africa Intelligence, etc. Et moi, ma première préoccupation a été de revenir lire la Constitution congolaise. Et je crois que les Congolais doivent se rendre compte que nous avons beaucoup de problèmes. Et après, je vais faire des commentaires, mais vraiment généraux. Christian, tu sais que lorsqu'on prend notre Constitution, on prend l'article 15, on dit que tous les Congolais sont égaux devant la loi. Nul ne doit être favorisé, etc. Tout ça. Mais prenons l'article 96 de notre Constitution. L'article 96 dit ceci. Aucune poursuite pour des faits qualifiés crimes ou délits ou pour manquement grave à ses devoirs commis à l'occasion de l'exercice de sa fonction ne peut être exercée contre le président de la République après la cessation de ses fonctions. Vous voyez bien qu'il y a une contradiction entre l'article 15 et l'article 96. L'article 96 fait apparaître que, en fait, tous les Congolais ne sont pas égaux devant la loi. Ça, c'est le premier commentaire. Le deuxième fait, pourquoi nous voulons spéculer ou disserter sur les lois et règlements, voire la constitution d'un pays étranger? Les faits ne se sont pas passés au Congo. Les faits se sont passés en France. Mais la France a ses lois et règlements. Ce n'est pas le Congo qui dicte les lois et règlements. Et il faut que les Congolais, surtout les gouvernants, sachent que le président Sarkozy est poursuivi, ancien président de la République, bénéficiant d'une immunité, que le président Chirac a été poursuivi, qu'Alain Juppé, ancien premier ministre, a été poursuivi. Et présentement... On a même raté une présidentielle, je crois, de 2017, comme ça. Et présentement, le président Nicolas Sarkozy, tout le monde le sait, a pratiquement, comment ils appellent ça, un bracelet ou quoi. Bracelet électronique, voilà. Un bracelet électronique. Donc, il faut que nous ayons conscience, Christian, que lorsque nous sommes dans un pays étranger et que lorsque nous avions choisi d'y avoir une habitation ou une résidence, nous sommes soumis aux lois et règlements de ce pays. De surcroît, quand il s'agit d'un pays comme la France, qu'il faut reconnaître, est un pays démocratique, c'est-à-dire qu'il y a la séparation de pouvoir entre l'exécutif et le judiciaire, et que le judiciaire, l'exécutif ne doit pas interférer dans le travail de l'exécutif. Maintenant, quand je suis les commentaires qui sont faits, je ne veux pas rentrer sur la personnalité de la première dame, etc. Je ne veux pas faire trop de commentaires, mais je vais quand même relever quelque chose. L'appartement dont il est question a coûté, semble-t-il, près de 2,62 millions d'euros. Au Congo, c'est l'équivalent d'1,7 milliard de francs CFA. C'est l'équivalent du salaire du ministre qui gagne 11 millions de francs pendant 13 ans sans que le ministre n'ait touché le moins de francs de cet argent. Ce sont des sommes extrêmement importantes. Mais quand nous sommes dans ces pays chrétiens, mais on se soumet aux lois et règlements de ces pays-là. C'est pas nous qui dictons les lois de la aussi que dans le même temps, ils sont à la tête d'un pays où 70% des Congolais vivent en dessous du seuil de pauvreté.
Elle a un appartement qui coûte, vous avez dit 1,7 milliard, on sait pas. Ah ben, je ne sais pas, parce que je suppose que la démarche qui est entreprise, ça permet justement aux gens de justifier Oui, mais l'origine qui pourquoi a elle a permis. fui? C'est ça le problème. Est-ce qu'elle a eu Non, peur également du bracelet non, mais électronique bon, je ne quelque sais part? Est-ce pas, qu'elle s'est dit parce que qu'elle se pré- la convocation était du 4, Christian. Bon, je ne veux pas rentrer dans cette Non, polémique, mais je vous parce comprends très que, bien, mais c'est juste que, bah, enfin, non, mais j'ai dit, Christian, que nous savions déjà ici que Madame Antoinette Sassou Nguesso était la marraine du 8 mars à Djambala. Je le sais puisque je suivais de temps en temps ce qui se passait à Djambala. Donc, oui. elle devait revenir avant le 8. Bon, maintenant, est-ce qu'elle a fui, etc. Mais je pense, et je crois au cours d'une des émissions que tu as faites, je crois, avec Boukadia, tu as fait passer un très bon extrait de l'avocat Brice Brice Nzamba. Nzamba, oui. Et je crois qu'il faut que les Congolais comprennent, parce qu'il ne faut pas qu'on pense qu'il y a comme une chasse aux sourcières. La France, c'est un pays, c'est un état de droit. La justice ici réalise normalement. Mais il faut laisser. Moi, je me souviens de quelque chose qui va d'ailleurs faire sourire certains. Un journaliste a posé une question une fois au président Denis Sassou Nguesso sur le fait que Jean-Marie Michel Moukoko et André Okombi Salissa n'étaient pas libérés. Mais le président Sassou a donné une réponse claire. Selon lui, il ne peut pas interférer dans les affaires de la justice. Parce que la justice est indépendante. Mais ce qui est valable pour le Congo est valable pour la France. Même si ça touche nos proches. Ce qui est valable pour le Congo est valable pour la France et que les gouvernants congolais ne devraient pas chercher à ce que l'exécutif français interfère dans les affaires de la justice française. Donc, je reste au niveau des principes. Voilà, et je d'ailleurs, dis, avant de continuer, on va proposer encore cet extrait à l'intervention de Maître Brice Nzamba, probablement, pour rafraîchir un peu la mémoire de nos chers internautes suivants. Le mandat d'amener, c'est un acte par lequel le juge d'instruction demande aux agents de police de pouvoir amener vers lui une personne sur laquelle on estime qu'il y a des indices graves concordants qu'elle ait pu commettre une infraction ou a pu être complice d'une infraction. Donc le but, c'est de ramener la personne auprès du juge d'instruction pour que le juge d'instruction puisse l'écouter en tant que témoin assisté ou pour le mettre éventuellement en examen. Voilà. Donc c'est ça le but du mandat d'amener. Donc ça peut arriver à toute personne sur le principe. Donc Madame Antoinette Denis Sassou Nguesso était en France. Donc le juge d'instruction a estimé qu'il y avait des indices graves et concordants pouvant laisser penser qu'elle a participé à une infraction. Et donc il désirait l'écouter. Donc il a demandé à la police de ramener Madame Antoinette Denis Sassou Nguesso vers lui. Alors moi, ce qui m'étonne, c'est qu'elle n'ait pas pu déférer à ces mandats d'amener. C'est ça qui m'étonne. Parce que quand on n'a rien à se reprocher, elle aurait pu venir, puisque la loi, le Code de procédure pénale prévoit qu'elle pouvait être entendue seulement comme témoin assisté. C'est possible. C'est-à-dire qu'on lui pose juste des questions, et puis après, elle est libre, elle rentre. Donc je ne comprends pas pourquoi elle a préféré rentrer par précipitation au Congo. C'est quand même extraordinaire. En tout cas, selon le coffret d'Afrique Intelligence, effectivement, elle a quitté Paris de manière un peu précipitée, ce qui... Voilà, et pour terminer, c'est le dernier dossier, le dernier volet. Il s'agit de la suspension de la convention d'affermage E-Caressé Soselec. Bon, ici apparemment il y a une vraie confusion. On parle de E-Caressé Senelec, E-Caressé Soselec. Et là, le ministre de l'énergie et de l'hydraulique, Émile Rousseau, a écrit au directeur général de la Senelec, alors que l'affermage, la convention a été signée avec la Soselec. Est-ce qu'on peut comprendre cette procédure? C'est quoi? Comment ça fonctionne? bon, Christian, je vais te donner une réponse simple. L'école administrative que nous autres, nous avons suivie, on parlait d'un concept. C'est le parallélisme de forme. Le ministre écrit à un ministre et le ministre n'écrit pas au directeur général. Surtout s'il sait que cette structure est placée sous la tutelle d'un ministère.
Donc, le ministre du Congo, de l'énergie et de l'hydraulique, n'avait pas à écrire à Soselec ou à Sénélec. Il devait écrire, sauf si il y a d'autres affaires, il pourrait y avoir des agendas. Oui, mais la question qui suivait, qu'est-ce qui peut se cacher derrière cette ah ben, il y a entorse dans la procédure. Il y a entorse dans la procédure. Oui, mais pourquoi l'entorse? Est-ce que ça cacherait quelque parce qu'il y a des choses mais parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, Christian. D'abord, sur ce problème, je vais évoquer quelque chose. Le Premier ministre est passé à l'Assemblée. Le Premier ministre est passé d'abord au Sénat. Et au Sénat, il a vécu les réactions des sénateurs. Qu'est-ce qu'il a dit, le Premier ministre? Il a dit aux sénateurs, vous êtes les représentants du peuple. Vous parlez au nom du peuple. Et si vous dites pas question sur le problème de l'électricité, le gouvernement prend date. Ensuite, le Premier ministre s'est retrouvé à l'Assemblée nationale. Et l'honorable président de l'Assemblée nationale, Isidore Bouba, a conclu. Et les députés ont applaudi en disant « tout est suspendu ». C'est là qu'il y a déjà le premier problème. Parce que lorsqu'on a retenu qu'on allait mettre en place une commission, avec le fait que tout est suspendu, le Premier ministre a pensé a donné une interprétation à lui, avec son équipe gouvernementale, selon laquelle dire que tout est suspendu, ça veut dire que ce n'est rien d'autre que l'affermage qui est suspendu, c'est-à-dire l'aspect distribution et commercialisation de l'électricité. Les syndicats, à travers leurs réactions, font apparaître que pour eux, tout est suspendu, c'est toute la chaîne. Donc, depuis la production, le transport, la distribution et la commercialisation. C'est-à-dire qu'on partait depuis les barrages, la concession des barrages, et on regardait tous les aspects sur toute la ligne. Mais ça veut dire que le gouvernement a un agenda caché. Pourquoi il donne une interprétation restrictive, alors que pour nous autres qui nous sommes prononcés sur ce problème, ce que nous voulons, Christian, que ça soit clair. Il faut que le caractère de la souveraineté du Congo soit clairement illustré dans ce qui se passe au niveau de l'électricité. Je lis beaucoup de choses que, bon, les cadres ne sont que de Rwanda. Non, il faut un principe clair. C'est un problème de souveraineté et le Congo doit. Alors, quand le Premier ministre se permet de venir devant l'Assemblée dire qu'il n'y a pas d'argent pour réviser le barrage du Djoué, il n'y a pas d'argent pour réviser Mukukulu, il n'y a pas d'argent. Mais je dis au Premier ministre, il ne sait pas qu'il y a 600 milliards d'exonération. Et pourquoi il ne s'en occupe pas? Il ne sait pas qu'on a une perte fiscale de près de 1200 milliards ou 1500 milliards par an. Il ne sait pas qu'il y a les 14 000 milliards pour lesquels on n'a jamais connu la vérité. Il ne sait... Non. Et les 160 milliards volés, voilà, au ministère de... Nous avons les moyens. Nous avons les moyens de garantir notre souveraineté en matière d'électricité. Ce gouvernement, s'ils ne sont pas capables, et il faut que le président Sassou le sache, ils n'ont qu'à démissionner. Les Congolais commencent à être fatigués. Et le président Sassou, ils nous ont plongés dans la misère. Et moi, j'ai dit à Koliné Makosso, nous les retraités, nous en avons déjà marre de toucher pratiquement la moitié de ce que nous touchons depuis 2017. Ça fait 7 ans. Et eux, ils se la coulent douce. On nous fait payer le courant le courant qu'on nous donne, un courant de 160 volts, on nous le fait payer à 220 volts et en plus, ça nous bousille les appareils. Non, il faut que ça s'arrête quand même. Trop, c'est trop. Maintenant, ceux qui disent qu'il faut que le président Sassou continue ou etc., c'est tellement qu'ils souhaitent que le président, que le PCT et son système continuent à faire souffrir les Congolais. Et c'est là où j'interpelle les Congolais pour dire trop, c'est trop. Il faut que nous prenions nos responsabilités et il faut que ça s'arrête parce que vraiment, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Trop, c'est trop, les Congolais n'en peuvent plus. J'étais là avec Clément Mirassa, président du PSDC, économiste, statisticien, ancien ministre du Commerce, ancien ministre du Développement industriel. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. On se retrouve très prochainement. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de tout ce qui s'est dit au cours de cet entretien. Merci.